Ce qui tue l'amour ne tue pas la séduction. Pour moi, la question de tuer l'amour, c'est de tuer un lien qui est fort et qui mobilise deux personnes. Donc, AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin, c'est Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien. bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir, docteur en psychologie. Vous êtes psychothérapeute et auteur de l'approche intégrative en psychothérapie. On va parler de ce qui tue l'amour dans les couples. Alors, mettons-nous d'accord, Maximilien. On va définir ces fameux tue l'amour. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, ce que j'entends par là, apparemment, on n'est pas tous d'accord. Donc, avant de préparer la chronique, évidemment, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai repensé à... On pense forcément à son expérience personnelle, après on pense à son entourage, après on pense à son travail. Et je suis tombé malheureusement sur Marie-Claire, dont je ne connais ni l'âge. Alors Marie-Claire, c'est le journal. Voilà, ni la vision du monde. Et je crois qu'on n'est pas du tout sur la même planète. Et ça m'a permis de définir encore plus ce dont je voulais parler aujourd'hui. Puisque Marie-Claire s'évertue à faire la liste de ce qui tue le désir, ce qui tue la séduction, mais pas ce qui tue l'amour. De mémoire, il y a les odeurs fortes, voilà, il y a les chaussettes. Voilà, on ne doit pas faire l'amour en chaussettes. Ronfle, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, on doit se laver, on doit faire attention à ses ongles. Voilà. Et donc c'est bon, vous avez la recette parfaite pour que le couple fonctionne. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Je pense même que ça peut être très désirable de faire l'amour en pyjama ou en chaussettes. Pourquoi je dis ça de manière un peu provocatrice ? C'est tout simplement parce que la séduction et l'amour sont deux choses différentes. Et qu'évidemment, si vous rencontrez une personne qui ne se lave pas et qui garde ses chaussettes en faisant l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Mais ce qui tue l'amour ne tue pas la séduction. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est ça que vous voulez dire, c'est qu'un tue l'amour, c'est pas un tue la séduction. Oui, c'est-à-dire que quand les choses se passent très bien avec quelqu'un, c'est pas le pyjama en pilou-pilou qui va vous arrêter en fait. Et que ça, c'est une conséquence en fait. Et que souvent, quand l'amour est mort, on vient repointer du doigt ce qui tue la séduction. Donc c'est pas la même chose. Pour moi, la question de tuer l'amour, c'est de tuer un lien qui est fort et qui mobilise deux personnes. Donc c'est vraiment la question du lien entre deux personnes. Il y a un exemple qui m'est venu et qui est quand même assez parlant. C'est comment on arrive à tuer l'amour, notamment dans sa relation aux autres. Donc un exemple que je vais régulièrement entendre, c'est mon compagnon, je lui ai confié certaines choses hier soir, c'était assez intime, ça nous a fait rire, et il a pris à partie les gens au moment d'une blague pour révéler ce petit truc que je ne voulais pas rendre public. Donc ça, par exemple, c'est un tue l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut Il y a nous le fait de prendre les autres à partie sur pour révéler quelque chose qui nous appartient. Exactement, donc ça c'est révéler, c'est trahir quelque chose qui devait se faire dans l'intimité, qui devait rester entre nous. Donc ça c'est un vrai tue l'amour. Et ça vient tuer l'amour, ça veut dire ça vient tuer cette loyauté, cette intimité, cette sécurité qu'on a formée tous les deux. Ça c'est bien plus puissant que de sentir mauvais de la bouche en fait un matin. Ça c'est un détail qui est préjudiciable et qui est pas très agréable, mais qui va pas venir attaquer ce lien singulier, fort et puissant qui est censé unir deux personnes dans un couple. Ça, c'est bien plus embêtant. C'est-à-dire que les tue l'amour, à répétition et dans le temps, vont vraiment venir gratter les fondations. Et que toute la liste de Marie-Claire, en fait, elle parle du décor, qui est quand même moins important. De la forme et pas du fond. Exactement. C'est exactement ça que je vais expliquer, Philippe. Vous le faites mieux que moi pour le coup, et c'est très bien. C'est exactement ça qui se passe. On est défini en couple par le social. C'est-à-dire qu'on fait reconnaître aux gens qu'on est en couple en se tenant la main, notamment, en ayant une alliance. On montre aux gens la plupart du temps qu'on est dans une monogamie, c'est-à-dire qu'on exclut par définition toutes les autres personnes. Donc on doit pouvoir protéger son couple de l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Quand l'homme ou la femme prend les gens à partie et vient par surprise étonner son partenaire en dévoilant quelque chose, il vient trahir ce lien, cette intimité qu'on était censé préserver. Donc là, pour moi, c'est un tue l'amour important. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses, mais en tout cas, ça, c'est un élément qui revient souvent et qui va venir égratigner au fur et à mesure du temps le couple. Après coup, on se rendra compte que ça a valeur de trahison. Ça va rester. Ça va être compliqué. Ça vient égratigner quelque chose qui doit être préservé. Oui. Prendre les autres à partie ou peut-être... dénigrer l'autre devant les autres. Oui, ça peut être dénigrer l'autre, mais sous couvert d'humour, en disant alors tu le prends mal, c'est pas bien grave. C'est-à-dire on va se servir des autres pour mettre en place une humiliation, ou par exemple se servir des autres pour parler d'une insatisfaction qu'on a au fond de soi.
quelque chose qu'on dit à sa femme ou que la femme dit à son mari et que l'autre n'entend pas. Donc on se dit, en prenant les gens à partie, ça va peut-être faire changer mon partenaire ou ma partenaire. Ce qui est une grave erreur et qui reste la plupart du temps au fil des années. C'est quelque chose qu'on va pas oublier comme ça, en fait. Vous voyez, qu'on ait fait l'amour en chaussettes il y a 5 ans, c'est pas quelque chose qui va marquer le quotidien. Par contre, on peut entendre, notamment en consultation, oui, je me rappelle, il y a 3 ans, quand il m'a pris à partie devant sa famille à Noël et qu'il a dit ça, je ne l'oublierai pas. Où là, j'ai senti que finalement, il faisait partie de l'autre clan, où j'ai senti que je ne pouvais pas lui faire confiance. Donc ça c'est un tue-l'amour très important. Parce que ça vient attaquer la solidité du lien. Voilà. C'est quoi ça? Donc c'est vécu comme une trahison. On est censé quand on est dans un couple, il y a la notion d'appartenance. On est censé appartenir au même clan d'une certaine manière, et ça veut dire que tout simplement, tu ne me déshabilles pas sans mon consentement devant les autres sur quelque chose qui est intime. Donc ça renvoie finalement au contrat un peu implicite qu'on a entre nous. Et c'est toujours très difficile de se rendre compte que on était parti sur un contrat et que cette petite chose qu'on a trouvé drôle tous les deux hier soir avant de se coucher, n'était pas à révéler aux autres, puisque ça me met en difficulté, ça me fait passer pour l'idiot ou l'idiote du couple. Voilà. Et très souvent, ce genre de mouvement va s'accompagner d'un début de culpabilité chez l'autre, qui va se sentir mal et qui va minimiser en disant « mais c'est pas grave mon chéri » ou « c'est pas grave ma chérie ». Mais le mal est fait en fait. Et c'est des marques qu'on traîne la plupart du temps et qui ressortent par la suite. C'est trop tard, on peut pas reprendre les mots qu'on a prononcés, c'est fini. Oui, et puis je pense que là, ça nécessite de faire une pause un instant, parce que tout simplement, on se rend compte que si on n'a pas bouché la fissure, elle est toujours là, et que continuer à faire comme si, ça règle pas le problème en fait. Voilà. Je t'ai demandé de faire le top 5 des tue-l'amour. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à en trouver au moins 5 ou pas? Alors, j'ai essayé. Alors, comment j'ai raisonné? J'ai raisonné de manière à me rappeler qu'est-ce que les gens me disent une fois que la séparation est actée. Qu'est-ce qui reste vraiment? Et comme je l'ai dit, il y a évidemment tous ces éléments qui vont venir entacher la séduction, la libido d'un côté, mais qui sont une conséquence. Et puis il y a des éléments un peu plus profonds qui ont vraiment attaqué ce lien singulier. La perte de confiance envers les promesses non tenues. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à me dire qu'on fait une petite tirelire et puis qu'on rajoute une pièce au fur et à mesure et puis qu'un jour, la tirelire, elle est pleine et puis on dit ça suffit, on peut plus fonctionner ensemble. Donc, les promesses non tenues, il y a une sorte de comptabilité. Et un jour l'URSSAF arrive et puis on fait la compta et puis on dit tu vois, tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait, tu m'as dit que tu ferais ça, tu ne l'as pas fait, tu m'as toujours dit que tu m'offrirais un petit déjeuner au lit, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, alors ce petit déjeuner au lit je l'ai tout le temps en ce moment. Beaucoup de femmes viennent me dire voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 15 ans qu'il dit qu'il veut le faire et il ne l'a pas fait. Ça fait 10 ans qu'il doit faire ça fait 8 ans qu'il doit refaire le faux plafond, il ne l'a pas fait, ça fait 5 ans qu'il est censé expliquer ça à notre ami, il ne l'a pas fait, ça fait des années qu'il nous propose de partir en week-end, mais il ne l'a pas fait. Ça vient avec un autre élément, un troisième si vous voulez, qui est le manque d'initiative aussi. Alors moi j'ai fait une espèce de condensé dans ce troisième point, j'ai mis ennui, prévisibilité et manque d'initiative. Je pense qu'en là, ça pourrait, en tout cas, s'apparenter à de la routine. Oui, alors. Enfin, la prévisibilité, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va voir ailleurs, en fait? La plupart du temps, c'est qu'on a un besoin d'aventure. Et il y a beaucoup d'hommes, même, qui vous diront, je suis allé voir ailleurs, parce que je sais très bien comment ça se passe le vendredi soir. Le vendredi soir, elle rentre à 17h, moi je rentre à 18h30, elle me dit qu'il faut qu'on fasse les machines, et puis samedi matin on part pour aller manger chez mes parents, etc. Donc cette prévisibilité, elle vient tuer l'amour d'une certaine manière, et n'importe quelle aventure est bonne à prendre à un moment donné. Et plein de femmes ou d'hommes vous diront, oui j'ai été infidèle, c'était bien une nuit ou deux, mais ce qui était très excitant, c'est que je ne savais pas où j'allais en fait. Et puis l'autre guidait d'une certaine manière, donc il avait par définition une initiative que mon conjoint ou ma conjointe n'avait plus, quoi. Puisqu'il y a quelque chose d'intéressant dans le couple, en tout cas moi je trouve ça intéressant, c'est qu'on commence avec une excitation commune, une passion, puis vient le temps d'une construction, et on ne sait pas ce qui se passe, on se réveille 5 ou 10 ans plus tard, et en fait on sait exactement tout ce qui va se passer toutes les semaines à venir jusqu'à décembre. C'est-à-dire que on sait très bien que le vendredi soir, pizza, Koh-Lanta,
ça nous fatigue. Ça fatigue ma partenaire, ça me fatigue aussi. Mais il y a une force incontrôlable qui me pousse le vendredi soir à le refaire. Par flemme, et puis on espérerait plus tard, quand les enfants seront grands, ou le mois prochain ou l'année prochaine, faire différemment. Et puis on se réveille 5 ans plus tard et on continue à faire la même chose. Donc il y a une espèce de truc un peu étrange où on a beau combattre contre quelque chose. Ça, c'est quand même quelque chose qui va tuer l'amour tout doucement, un petit poison. Et je pense que dans l'infidélité, pour beaucoup, il y a cette notion de nouveauté, d'aventure, d'imprévisibilité qu'on vient chercher. Donc forcément, ça va appeler à la question de est-ce que le couple est en capacité d'être créatif, en fait. Alors parfois, on va voir un thérapeute comme ça, en se demandant un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait nous donner comme truc pour pouvoir relancer le couple. La fameuse thérapie de couple, hein. Oui, mais souvent, c'est une conséquence de quelque chose d'un peu plus enfoui, en fait, parce qu'on peut pas chercher simplement une recette miracle. Parce que en fait, c'est pas bien compliqué de faire quelque chose de nouveau. Il suffit de se dire, tiens, la semaine prochaine, on part juste à l'hôtel, mais on ne le fait pas. Il y a quelque chose qui tire vers le bas. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, et moi je trouve ça très fascinant, c'est qu'on est tout à fait d'accord sur le fait que ça nous fatigue, mais on prend la solution de facilité. Mais c'est le cerveau qui est comme ça. Parce que le cerveau prend toujours des raccourcis. Enfin, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si vous imaginez-vous célibataire, vous vous dites pas je vais me mettre en couple pour faire exactement la même chose tous les jours. Normalement, le couple, c'est la promesse d'être surpris, en fait. Et qu'on sait très bien que les couples qui durent depuis 15-20 ans et qui ont encore le sourire, parce que ça existe, il y a une part il y a une part de folie, quoi, qui vient de l'un ou de l'autre, qui fait qu'on s'ennuie pas, en fait. Et qu'on n'est pas persuadé de ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Et ça, c'est un élément qui est important, je trouve. Mais alors, souvent, cette fameuse imprévisibilité, comme vous le dites, le jour où on l'a plus, on la regrette. Ce qui peut être aussi paradoxal. Oui. C'est-à-dire que quand on n'a plus Koh-Lanta le vendredi avec pizza et week-end chez papa-maman, on pense que ça vous ennuie, puis le jour où on le perd, on se dit finalement c'était bien. Oui, parce qu'on s'est forgé des souvenirs, mais ça reprend un peu le sujet, pour ceux qui ont bien suivi Beurre FM, sur Noël, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous fatigue de faire la même chose, et en même temps, c'est quelque chose de rassurant. Ça nous rappelle la couette chaude, et ça nous rappelle le chocolat chaud qu'on prend habituellement. Donc on est à la fois bien et pas bien. Et c'est en ça où vous soulevez un très bon paradoxe, c'est-à-dire que la fonction que ça a, c'est que ça rassure d'être dans la prévisibilité, et ça peut avoir pour fonction de faire mourir peu à peu le couple. Donc il faut pouvoir trouver un équilibre, mais on peut pas être trop l'un ou trop l'autre, parce que si on sait jamais à quelle heure rentre notre femme, et si notre femme elle sait jamais ce qu'on va faire du week-end et qu'on décide tout à la dernière seconde, ça va plus non plus. Il y a plus de couple. Il y a chacun qui vit sa vie, et puis on essaye de faire en sorte que ça marche. Et il faudra faire des efforts. Donc ça n'ira pas non plus. C'est un juste équilibre entre les deux. C'est ça la difficulté, en fait, qu'il faut pouvoir identifier. Mais est-ce qu'on le décide, ou est-ce que ça s'installe, alors j'allais dire, à l'insu de notre plein gré ? C'est la difficulté, c'est que tout s'installe toujours à l'insu de notre plein gré, hein. Et puis on n'est jamais trop responsable. Et puis quand on va en thérapie de couple, la plupart du temps, c'est quand même parce que c'est l'autre qui va pas, en fait. Ça, c'est toute la magie de la thérapie de couple. C'est qu'il est rare d'avoir un couple qui arrive, en plus au bon moment, ils arrivent souvent quand c'est quasiment la fin, et qui se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait ? Puisque ça nous fatigue tous les deux. J'ai envie de dire, si vous êtes en capacité de faire ça, vous n'avez plus besoin de venir en thérapie de couple. Est-ce que Netflix, par exemple, ça fait partie des tue l'amour ou pas encore ? Netflix, on peut le faire à deux, en fait. Parce que quand on parle de l'hyperconnexion, quand chacun est sur son portable, déjà par définition, chacun a son activité. C'est un peu comme la question des écrans avec les enfants. Est-ce qu'on regarde ça ensemble, ou est-ce que c'est le prétexte finalement à faire chacun un truc dans son coin ? J'ai envie de dire, en soi, c'est pas forcément un problème. Il y a apparemment des couples qui sont très contents à manger des séries tout un week-end entier, et puis s'ils en sont heureux et s'ils arrivent à avoir une libido, à rigoler, c'est très bien pour eux. Mais c'est vrai que c'est possiblement aussi un moment où on se regarde plus aussi, où on n'échange plus. C'est encore comme avec les enfants, c'est-à-dire si on regarde un film et qu'on n'en dit rien, c'est un peu dommage. Si on peut avoir une discussion quelques minutes après, si on peut échanger, on n'est plus en train de se vider la tête à deux. Ça dépend aussi de la fonction qu'a l'écran, en fait, parce que si c'est pour se vider tous les deux la tête du samedi au dimanche de notre semaine de travail, j'ai envie de dire peut-être qu'on est un peu colocataire et qu'on trouve un moyen de se soulager devant un écran, et d'un seul coup c'est vrai que c'est un peu moins excitant dit comme ça, quoi. Alors on a vu que les promesses non tenues, que le manque d'initiative, ça fait partie du top 5 des tue l'amour. Quels sont les autres, Maximilien ?
Alors, on avait ça, on avait la perte de confiance envers les promesses non tenues aussi, ça fait un troisième point. Alors, moi, il y en a 3 autres qui me sont venus. J'ai du mal à compter jusqu'à 5 peut-être. Il y a un élément qui ressort beaucoup, et ça, les femmes le ressortent beaucoup plus souvent. C'est découvrir que l'autre n'est pas ce qu'il faisait entendre. Et c'est-à-dire que ça, d'une certaine manière, on peut se rendre compte qu'on a construit cette notion d'amour sur une espèce de chimère, sur un espèce de mensonge. Moi, je trouve que cette notion, elle est très intéressante parce qu'on ne peut pas forcément imaginer que le partenaire a intentionnellement menti. C'est tout un jeu de représentation, c'est-à-dire que l'autre nous a fait entendre quelque chose. En fait, il nous a fait peut-être entendre quelque chose qu'il aimerait être. Puis la question, c'est comment ça se fait que l'autre a voulu y croire aussi. Vous voyez, il y a des couples qui explosent où on se dit, mais finalement, je découvre cet homme et l'homme vous dira, mais c'est pas la femme que j'ai imaginé qu'elle devait être. Elle n'est pas celle qu'elle m'a décrite par elle-même. Donc, c'est intéressant ce moment où on passe de la passion à la construction. Et parfois, on n'a pas envie de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Et c'est d'ailleurs souvent le cas, c'est-à-dire qu'au moment de la rupture, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, on se dit, je n'avais pas entendu que finalement il était comme ça, je ne voulais pas le voir. Ça, c'est très intéressant, c'est que on a tellement envie de quelque chose qu'on en arriverait presque à mettre de côté tous ces petits indicateurs qu'après coup on entend de manière assourdissante. C'est quoi? C'est une vision fantasmée de son partenaire, de son mari, de sa femme? C'est quelque chose de partagé, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a une rupture, ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre que on reproche au conjoint, par exemple, de n'avoir aucune capacité d'anticipation. Il n'est pas capable de prendre des initiatives. Mais cette même femme, elle vous aurait dit il y a 5 ans que c'était un aventurier et que ça lui faisait beaucoup de bien de ne pas avoir à réfléchir. Que sa folie lui faisait énormément de bien et qu'il venait d'une famille où on est très rigoureux, où on anticipe tout, on prévoit tout. Donc, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire que on voit les gens d'une certaine manière et puis après ils commencent à redevenir eux-mêmes une bonne fois pour toutes. À partir du moment où on n'est plus dans la phase de séduction, peut-être que dans le couple on n'est pas forcément dans une fusion éclairée. L'homme qui était un petit peu aventurier, finalement, il a tendance à continuer sa route et finalement à continuer à être aventurier, y compris sans sa femme. Vous voyez ? Donc c'est ce jeu aussi de temporalité que les gens peuvent avoir du mal à accuser. C'est-à-dire que ce que vous voyez au moment du coup de foudre, au moment de la séduction, va nécessiter un arrêt sur image à un instant, parce que un coup de foudre n'est pas égal à une construction de couple. Vous voyez ? Pour moi, je pars du principe qu'on peut avoir un coup de foudre, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher par la suite. C'est 2 choses bien différentes. Et les personnes semblent passer d'un point à l'autre comme ça, comme si de rien n'était. Mais est-ce que la différence, c'est peut-être le regard qu'on porte sur l'autre? Au moment où il y a le coup de foudre, on ne voit que ses qualités. Et finalement, quand on n'est pas, il n'y a plus de coup de foudre, on a tendance à voir que ses défauts. Ouais. Oui, il y a de ça. Et puis ça va dans les 2 sens aussi. Et puis on peut avoir tendance à vouloir taire certaines choses, puisque la rencontre avec l'autre nous donne envie d'être meilleur, parce que on sait qu'on a on a quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de garder en soi, et puis on le met en sourdine, et puis j'ai envie de dire, avec le temps, l'évaluation de l'autre devient complète, parce que il est en circonstance, on va dire, il est plutôt dans un contexte plus réaliste, où il a pu approuver quelque chose. Ça, c'est un moment important quand même, parce que quand on n'a plus rien à prouver à l'autre, on commence à se relâcher, puis on commence à voir les vraies personnes, quoi. Vous voyez ? L'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue, comme on dit souvent. Oui, et les hommes, je pense, ont plus cette tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à obtenir leur proie, ils se reposent. Ils se reposent, et puis la femme continue à se maquiller, à faire attention. C'est un peu caricatural ce que je veux dire. Et puis l'homme a tendance à rester plus sur ses acquis. Vous voyez ? À moins faire d'efforts, donc. À moins faire d'efforts, et donc finalement peut-être parfois à se révéler un peu plus comme il est vraiment. Donc cette notion d'effort, et on l'entend souvent, elle essaye plus souvent d'être maintenue par les femmes. Les femmes ont un peu plus de courage pour parler de ces choses-là la plupart du temps. 90% du temps, c'est les femmes qui amènent les hommes en thérapie de couple. Et c'est pas l'inverse, en fait. Et les hommes ont plutôt tendance à dire en début de thérapie de couple qu'il n'y a pas de problème. Et je vois pas où est le problème, ça a toujours été comme ça. Et la femme de dire, ouais, mais sauf qu'on s'est connus à 10 ans, et puis moi j'aimerais autre chose maintenant. C'est toujours été comme ça, et puis t'as jamais rien dit, quoi. Exactement. Donc pourquoi tu te plains maintenant, quoi ? Tu sais pourquoi t'as signé. Cette phrase, elle est marrante aussi, parce que
Ça veut dire que dans les statuts de l'entreprise, il n'a jamais été clairement écrit qu'elle pourrait évoluer. Vous voyez ? C'est intriguant quand même, cette façon de voir le couple. Le monde évolue, on a des enfants, ils grandissent, on vieillit, on change de boulot, mais il y aurait quelque chose dans le couple qui devrait rester figé. T'as toujours fait la vaisselle, je vois pas pourquoi je me mettrais à la faire. Il y a quelque chose comme ça qui est assez particulier. 4e tu l'amour, Maximilien? Alors, on en est à 4, certainement. Ne pas prendre en compte l'autre dans ses décisions, l'oublier ou de même pas l'évoquer, en fait. Alors, je trouve que ça, c'est un élément important parce que le couple aussi, c'est des décisions communes. Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut prendre des décisions un peu compliquées parce que la volonté des deux s'exprime dans cette décision. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui, à force de temps, va faire qu'on va plus se retrouver dans les décisions partagées du couple. C'est-à-dire, on a fait la maison à l'image de mon mari, où le mari va dire, ça fait des années, on part toujours en vacances, finalement, chez mes beaux-parents, et j'en ai marre. Donc ça renvoie encore à cette question d'une responsabilité partagée. Comment ça se fait que j'ai laissé l'autre décider sur un thème et pourquoi je me réveille maintenant? Encore une fois. Parce que ça m'arrangeait peut-être, parce que je n'avais pas envie de décider, mais ça prouve bien que ne pas décider, c'est prendre position. Et que c'est compliqué après coup de dire oui mais ça ne m'a jamais plu ça. Vous voyez ? Donc comme on n'aime pas forcément le conflit, il est très compliqué que les deux aiment le conflit. Il y en a un qui plie et puis qui laisse passer. Puis on se réveille encore 10 ans après et puis on se dit j'en peux plus de faire ça, je n'ai pas voulu cette maison, je ne voulais pas 3 enfants mais elle insistait, je lui ai dit oui. Oui mais donc au bout d'un moment il faut bien payer, faut bien faire la compta justement et puis il faut bien payer à la caisse quoi. Donc c'est pour ça que ça nécessite parfois des temps d'arrêt quand même. Puis j'ai envie de dire, on n'est pas d'accord, c'est pas bien grave. Vous voyez ? Ça vous parle ça aussi ? Ouais, écoutez, y a des fois on s'entend dire oui. Ouais. Pourquoi ? Pour avoir la paix ? Non, mais non. Vous pensez non et vous dites oui. C'est paradoxal ça. Ouais. Vous vous entendez dire oui alors que c'est pas forcément ce dont vous avez envie. Ça pourrait révéler quoi ça alors ? Donc peur du conflit ? Je sais pas, des fois. Envie de faire plaisir ? Non, c'est plus dans le fait d'envie de faire plaisir à l'autre. Ouais. Si ça te fait plaisir, voilà, écoute. Ouais, mais c'est déjà. C'est pas ça qui me fait plaisir, mais si ça te fait plaisir. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'en prenant une décision, on modifie quand même la trajectoire. Et puis si on passe son temps à vouloir faire plaisir à l'autre, où est-ce qu'on se retrouve ? Et beaucoup de gens arrivent en consultation en se disant je me retrouve dans rien. Oui, mais la question c'est pourquoi vous avez passé votre temps à donner procuration au vote. C'est ça aussi. Pour gagner du temps, en disant vous écoutez pas, vous dites oui, comme ça. Voilà. Gagner du temps, mais c'est en perdre après en fait. Oui. C'est pas gagner du temps. D'accord, mais c'est sur le coup, vous gagnez du temps, donc vous bottez en touche. Mais gagner quel temps en fait ? C'est ça la question. Parce que vous gagnez la tranquillité du moment. Voilà, donc c'est pas le temps, c'est la tranquillité. La tranquillité du moment. Donc ça voudrait dire que celui qui est le négociateur le plus emmerdant gagne la partie. Et au fur et à mesure, on décale la construction sur le côté. Puis on se dit, mais finalement, on avait un devis, on a changé toutes les lignes au fur et à mesure. C'est plus du tout ce que je voulais en fait. Et ça, c'est particulier parce que quand les gens viennent en consultation, moi j'entends finalement des gens qui me disent c'est pas ce que je voulais. Et moi de leur dire mais qui c'est qui a décidé pour vous en fait ? Vous étiez où quand les décisions étaient là quoi ? Est-ce que c'est un stagiaire qui a pris le relais ? Est-ce que vous avez donné procuration à votre belle-sœur ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Et c'est là où c'est important de révéler ces mécanismes. Parce que si on est amené à faire ça, peut-être qu'on est amené à faire ça ailleurs aussi. Notamment au boulot, on fait plaisir, on reste 1 heure de plus. Comme ça, le patron nous fait pas de réflexion à la réunion d'après. Et puis, on se laisse manger au fur et à mesure. Donc évidemment, le couple, c'est quelque chose à la fois naturel et de pas naturel. On est amené à prendre des décisions et à s'enquiquiner avec le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors heureusement qu'on l'aime, mais il va bien falloir faire une synthèse avec ça. Sinon, vous donnez procuration sur tout, mais ça voudrait dire que vous êtes dans le couple et qu'en même temps, vous n'avez rien à voir avec ce couple. Vous êtes juste spectateur. Et plus on est spectateur, plus on paiera l'addition à un moment donné, quoi. Vous voyez ? On peut pas être à la fois heureux et laisser la responsabilité à l'autre de trouver, de deviner ce qui serait bon pour nous. Puis, j'ai envie de dire, si on faisait une émission sur les pervers narcissiques, au final, on pourrait presque se dire que l'autre a tellement décidé pour nous qu'on se sent manipulé.
Mais la question, c'est comment on lui a laissé cette place aussi dans les choix du couple, en fait. C'est une bonne idée, ça, l'émission sur les... Ça pourrait être pas mal. Sur les PN, hein, sur les pervers narcissiques. Ouais, ils ont même un petit diminutif. Non, PN, c'est pas quoi. PN, on dit pas, Si, on dit pas PN. Si, on dit PN. C'est comme tu sais, les gens aujourd'hui, ils voient des PN et des HP partout. Oui. Des hauts potentiels et des pervers narcissiques un peu partout. Et des hôpitaux psychiatriques, quoi. Ouais. Maximilien, vous avez une autre vision de ce qui tue l'amour dans un couple. On va à la dernière, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose aussi qui paraît anodin comme ça, mais qui, je crois, attaque quand même sur le long terme la question. Quand on est en couple, on peut parfois se dire quand même que l'autre sera un peu comme notre meilleur ami, notre meilleur confident. Pas uniquement la personne avec qui on couche, avec qui on a des enfants, mais aussi quelqu'un avec qui on a un lien particulier qui serait un lien qui serait pas remplaçable. Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est de ne jamais se confier à l'autre finalement, et de se rendre compte que monsieur se confie à ses amis, il n'a rien dit de ses inquiétudes, de ses peurs, de ses projections à sa femme, ou inversement, que madame raconte tout à ses copines, mais n'est pas en capacité de pouvoir se confier, de pouvoir partager ses fantasmes, ses rêves, ses envies, ses craintes, ses questionnements, quoi. Et quand ça se révèle au fur et à mesure du temps, ça crée une distance par définition, puisque la question qui va se poser, c'est qui je suis pour l'autre, finalement, puisque son copain de beuverie ou sa copine avec qui elle traîne pour boire le thé en sait plus sur cette personne avec qui je partage ma vie, avec qui je peux avoir des enfants, que moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui tue au fur et à mesure l'amour, et pas la libido, comme le fait finalement Marie-Claire, pour reprendre un petit peu. Parce que là, on est sur la perte du désir finalement, ce qui n'a rien à voir. Oui. Quelle différence vous faites entre ce que vous venez de nous dire et le jardin secret? Parce qu'on dit toujours que dans un couple, il faut que chacun puisse avoir son propre jardin secret et pas forcément tout dire à l'autre. Je sais pas s'il faut forcément avoir un jardin secret. Moi, ce qui me semble être le plus sain, c'est pas tant d'avoir un jardin secret, c'est d'avoir la sensation quand même encore d'exister pour soi. Ça, c'est quand même un élément important. On connaît tous ces couples où ils ont des amis, puis le jour où ils se mettent en couple, il n'y a plus rien. Ça, c'est un peu les couples fusionnels quand même. Voilà, donc il n'y a plus d'oxygène. Alors il y a des couples fusionnels qui marchent bien, qui marchent très bien, ils sont en autarcie complète, ils ouvrent plus les fenêtres, il n'y a plus d'oxygène dans la maison, mais apparemment ça leur suffit. Puis peut-être que ça vient répondre à un besoin en fonction de leur histoire, et puis c'est très bien pour eux. Mais je trouve qu'un gage de peut-être de santé sur le long terme, c'est de pouvoir avoir, si besoin, accès à des ressources extérieures. Et pour le coup, un des éléments clés pour comprendre tout ça, c'est de pouvoir continuer à avoir un minimum de lien avec sa famille au besoin, avec ses amis, continuer à avoir toutes les activités qu'on avait avant. Parce que le couple peut avoir cette tendance auto-centrée à un petit peu comme un cyclone, à nous amener à tirer vers le centre, voire vers le bas. Et puis on se retrouve 10 ans plus tard, en fait, on lit plus. En plus, il y a les enfants, donc on n'a plus le temps de s'occuper de soi. On va plus au cinéma, on adorait ça. On avait une dizaine d'amis qu'on voyait, maintenant on n'en voit plus qu'une qui habite à l'autre bout de la France. On se retrouve plus forcément là-dedans. Et ça, évidemment, ça va venir nous rapprocher. Ça va venir aussi peut-être nous amener à dire que depuis qu'on est en couple, on ne fait plus ça. Puis très rapidement, c'est de la faute de l'autre. Mais je crois qu'il y a une responsabilité personnelle à ne pas s'oublier. Alors après, le jardin secret, c'est selon, mais je trouve que c'est aussi parfois très fort de pouvoir partager quelque chose d'intime qu'on n'a pas révélé à son partenaire. Et même, théoriquement, d'une certaine manière, ce serait bizarre de ne pas le faire. Ça pourrait même être très agréable et parfois même ça vient sauver un couple de pouvoir nommer ce qu'on a en tête et qu'on n'ose pas partager avec l'autre, quoi. Alors dans l'étape où le couple devient un couple parental, il y a aussi cette idée que tout ce qu'on faisait avant, on le fera plus tard, au moment de la retraite. Oui, tout ce qu'on n'est plus en train de faire maintenant, justement sortir, aller au cinéma, faire du sport ensemble, voyager, on le fera à la retraite. Oui, exactement. C'est faux ou c'est vrai? Est-ce qu'on le fait plus tard? Non, on le fait pas plus tard puisqu'on est grands-parents après, donc voilà. Donc après il faut bien s'occuper des petits-enfants. Ouais. Non, mais la plupart du temps quand les gens en arrivent à cette situation, ils vont devoir redresser la barre et rapidement et tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire, je me perds, il faudrait que je m'occupe de moi, je ferai ça demain.
Quand ça fait 10 ans que vous le faites, ça sera pas réglé après. On attend un événement extérieur. Mais c'est le fameux, au 31 décembre, j'arrête de fumer. On n'arrive pas plus l'arrêt de la cigarette au 31 décembre, c'est des bêtises. Le mouvement, il est intérieur. C'est nous qui décidons à un moment donné que ça suffit, et ce sera l'élément le plus puissant pour pouvoir se mettre à s'occuper de soi. Donc on attend qu'on nous arrête. En fait, on attend d'être mis à la retraite. Mais quand vous êtes mis à la retraite, déjà vous pouvez avoir un coup de pompe parce que vous avez plus de réveil. Vous vous demandez un peu moins l'utilité que vous avez dans cette société. Vous produisez plus. Alors oui, après vous pouvez aller compenser dans les activités, mais souvent quand on arrive à la retraite, la majorité du temps, c'est pas toujours le cas, on se met à investir des activités personnelles pour ne pas être avec l'autre. Parce que subitement, on passe tout son temps avec l'autre. Bah oui, parce qu'on laisse toute la journée sur le dos, et j'ai envie de dire, d'un seul coup, c'est un réveil qui est assez brutal. Pour la première fois de la vie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il n'y a pas tant de couples que ça qui, arrivés à la retraite tous les deux, se mettent à fonctionner comme un joli couple comme au départ, en fait. Bien au contraire, monsieur, il va enfin aller faire son PMU le matin et promener le chien, et madame, elle va enfin voir ses copines. Mais on est dans un mouvement où peut-être même on vient éviter le couple. Et on va se retrouver sur le couple grand-parental parce qu'il y a les petits-enfants qui viennent. Maximilien Bachelard, les hommes trompent leurs femmes, les femmes ont du ressentiment. D'abord, qu'est-ce que c'est que du ressentiment ? Est-ce que vous pouvez le définir, ce que c'est ? La plupart du temps, ce qui se passe... Alors, c'est pas une constante pour tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné, vont mûrir l'idée de partir. Alors, peut-être elles ont croisé quelqu'un, elles se disent qu'elles valent mieux, elles se disent qu'elles en ont marre, etc. Et puis, le mouvement qu'on voit le plus souvent, c'est qu'elles mâchouillent quelque chose. Elles sont en colère. Leur mari rentre tard. Alors, au début, ça leur permettait d'avoir de l'air. Et puis là, ça commence à les énerver. Ils ronflent. Alors, ça les dérangeait pas. Et puis d'un seul coup, ça devient insupportable. Il fait du bruit en mâchant. Il perd son courage quand on a un repas familial. Alors avant, on trouvait qu'il était protecteur et qu'il voulait pas de conflit, mais maintenant, on se dit que franchement, on aurait bien aimé avoir un vrai homme à la maison. Et donc, pendant 2, 3, 4, 5 à 6 mois, moi, j'observe assez souvent des femmes qui nourrissent un ressentiment, comme si finalement, ça permettait de ne pas se retourner une fois que c'est terminé. Les hommes quittent rarement avec un grand ressentiment, et les femmes nourrissent plus facilement ça, notamment entre elles. Je pense que ça leur permet de comme je le dis, de ne pas avoir à se retourner après, quoi. Voilà. Quelles sont les techniques que vous pouvez partager avec nous pour se rappeler qu'on est en couple, qu'on est ensemble, s'il y en a? Je sais pas, parce que je sais pas s'il y a vraiment des techniques. Quand les gens viennent chercher des recettes miracles, c'est compliqué parce que c'est comme si vous deviez leur servir de post-it sur le frigo. Mais on peut quand même se dire, moi c'est ce que je dis déjà pour éveiller au départ un peu la conscience des gens que je rencontre, c'est que je leur dis, écoutez monsieur, vous occupez de vous, madame vous occupez de vous, chacun fait comme il peut, mais peut-être que le couple, ça pourrait être un personnage à part entière. Donc, quand les gens me disent, alors ça marche pas toujours évidemment parce que je viens les bloquer sur un processus qui est apparemment plus fort que quand je leur dis, c'est quand la dernière fois que vous avez été tout seul sur les enfants, c'est quand la dernière fois que vous êtes parti en vacances. Donc ils me disent, ça fait longtemps, on s'en souvient plus. Quand est-ce que vous comptez le faire ? On va le faire cette année très certainement. Je pense que c'est intéressant de prendre rendez-vous. Un rendez-vous de couple. On sort nos agendas tout de suite, et puis même si on n'est pas disponible maintenant, même si c'est au mois de mai, on va se prendre 3 jours, on va se retrouver. Mais il y a beaucoup de couples en fait qui ont peur de ça. Ça, c'est le truc qu'il y a derrière. De se retrouver ? Oui, parce que qu'est-ce qu'on va se dire ? Est-ce qu'on va pas s'ennuyer ? Et puis quand on va se retrouver à 300 km et qu'on sera au bord de la mer, quand on va rentrer dans l'hôtel, est-ce qu'on va pas se foutre devant la télé bêtement, regarder TF1 comme d'habitude ? Qu'est-ce qu'on va avoir à se dire ? Parce que les enfants, le travail, tout ça, ça occupe quand même. Donc il y a beaucoup de couples qui ont peur de se retrouver en fait, vraiment. Monsieur ou madame a peur de passer à la casserole aussi, parce qu'il n'y a plus de libido depuis un moment. Donc qui dit hôtel, qui dit romantisme, et qui dit 3 jours de vacances, dit on va avoir envie l'un de l'autre. Et donc, comme c'est l'œuf et la poule, les gens n'y vont pas, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de désir. Donc là, à ce moment-là, il faut pouvoir tempérer un peu cette attente et se dire, simplement, non, on va être tous les deux, et puis on fera ce qu'on veut, et puis peut-être même on sera jamais à l'hôtel, où on y sera toute la journée, mais au moins, on va essayer de créer une bulle où il pourrait se passer quelque chose.
les gens anticipant que ça va pas se passer comme prévu ont tendance à repousser. Donc quand on est un peu vicieux comme thérapeute, on va leur dire bah allez-y, est-ce que vous voulez mettre une date? Et puis vous voyez les gens tergiverser ou développer des stratégies parce qu'en fait ils sont inquiets de quelque chose. Madame va dire oui mais moi j'ai pas envie de faire l'amour obligatoirement. Monsieur va se dire moi j'ai pas envie de faire tous les musées avec madame parce que ça me gonfle, j'ai envie de me reposer. Et donc finalement là, vous commencez à voir les inquiétudes de l'un et de l'autre. Voyez, donc il y a beaucoup de paradoxes dans le couple et notamment il faudrait qu'on se retrouve et comme par hasard bah, on peut pas, donc on verra plus tard. Ouais. Alors ça fonctionne ou pas la thérapie de couple? Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne? La question, ça c'est la question piège du genre de Philippe. Il y a c'est parce que je vous ai écouté là. Moi ce que je constate de ma petite expérience, c'est que beaucoup de couples arrivent un petit peu quand c'est trop tard. C'est-à-dire que certains viennent chercher une confirmation auprès du professionnel, de l'expert, que c'est foutu. Donc ça vient souvent de madame, parfois ça vient de monsieur. Rarement de monsieur, c'est plus rare. Voilà, quand on est en moment de crise, c'est plus souvent madame, et on vient chercher un tiers extérieur qui viendrait ausculter le couple et prononcer l'heure du décès. Voilà. Ou de se demander si c'est encore récupérable en fait. On va voir le mécano et puis on lui dit est-ce que finalement on continue à réinvestir dans la voiture ou est-ce qu'on en change? L'idéal serait forcément que les gens arrivent un petit peu plus tôt et j'ai envie de dire l'idéal ce serait déjà que monsieur et madame soient d'accord sur un premier point, c'est qu'il y en a marre. Parce qu'un des indicateurs que la thérapie de couple va avoir un petit peu de mal à démarrer, c'est souvent que les deux sont même pas d'accord. C'est-à-dire que madame dit mais ça va pas depuis 3 ans, on s'engueule tout le temps, on fait plus l'amour, je ne peux plus voir ta famille, on s'engueule devant les enfants, et le mari de dire oui mais bon ça va, il y a pire quoi. En gros, circuler il y a rien à voir, et puis taisons-nous, ça va passer. Donc les femmes sont souvent plus à même de relever le problème et de le mettre sous le nez du mari. Et j'ai envie de dire oui l'idéal ce serait d'avoir un consensus minimum sur le fait que ça ne va pas quoi. Voilà. Donc oui, évidemment, ce serait plus simple si les gens venaient plus tôt. En suivi individuel, moi, j'ai pas tant j'ai pas tant de gens qui arrivent trop tard entre guillemets. Ils arrivent toujours plus ou moins au bon moment. Mais en couple, il y a quelque chose où on vient, on a essayé de se débrouiller par soi-même et on n'y arrivait tellement pas qu'on est arrivé aux urgences. Et puis j'ai envie de dire, il fallait peut-être venir en consultation 2 semaines avant parce que maintenant il va falloir opérer quoi. Ceci dit, si on y va, c'est qu'on a envie de sauver son couple. C'est paradoxal parce que vous savez, parfois on a besoin. Mais c'est plus compliqué que ça parce que ça peut être monsieur qui vient pour démontrer que sa femme est complètement folle hystérique. Vous voyez, vous pouvez pas en placer une comme moi. Ou c'est madame qui va dire bah vous voyez, c'est moi qui le traîne, il en a strictement rien à faire. Je souffre. Il est pas d'accord avec moi, mais il pourrait au moins l'accepter que je souffre. Donc toutes ces questions-là, elles sont importantes. Elles reviennent régulièrement sur le vécu, ça. Il y en a qui doivent peut-être se retrouver dans ce que vous dites. Maximilien Bachelard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. À bientôt. Merci Maximilien.